Le sprinkler, meaning. Oui, il y a des développeurs dans les équipes qui veulent rester dans le code, puis c'est correct. Oui, tout à fait. C'est tout à fait Louable, absolument. Il y a d'autres développeurs qui veulent être impliqués à d'autres niveaux, mais souvent, c'est le système qui empêche ce genre d'épanouissement au-delà de la ligne de code. Selon ton expérience, selon tes observations, quels sont les éléments du système ou de la culture de l'organisation qui empêchent un développeur de s'épanouir puis de participer à seat at the table, comme on aime bien dire. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as observé? Je pense que le numéro 1, c'est vraiment déjà avoir conscience que c'est important pour essayer de le faire. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire sans demander l'autorisation. Là, juste, je suis le designer, j'appelle justement mon développeur front-end pour dire « Hey, regarde, on va faire une petite session de co-création en même temps. » Il n'y a personne qui va les regarder. Là, viens sur Slack ou maintenant dans Figma, il y a le huddle aussi. Là, connecte-toi, on est en vocal, donne-moi du feedback en live. Limite, continue à coder ou faire tes affaires, puis tu gardes ton Figma ouvert, tu vois moi qui construis des maquettes, puis tu vas juste regarder lever les yeux toutes les 3-4 minutes, puis tu me dis oh, attends, ce truc-là, on n'est pas capable de le faire, on n'a pas, l'API n'est pas en place, donc change ton approche, c'est pas une barre de recherche, on peut pas la mettre maintenant. Bah voilà, on est en train déjà d'avoir un niveau de collaboration qui est beaucoup plus élevé. Donc, collaboration, ça peut être difficile de l'établir, mais ça se fait quand même assez bien. Où ça devient un peu plus complexe, c'est prendre le ownership de quelque chose. Donc, prendre le ownership dans le temps, il y avait quoi des gens qui s'occupent de la base de données, là. Des DBA. Merci, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que on les voit moins. On les voit moins parce que dans le temps, on devait demander permission pour ajouter n'importe quoi dans la DB. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes ont commencé à prendre le ownership de ça. Un des grands défis aujourd'hui, c'est prendre le ownership de l'architecture. Au-delà de l'architecture applicative, mais de l'architecture d'entreprise. Il y a les architectes en majuscule là, qui une chaise spéciale, eux autres, hein, c'est comme plus confortable. Puis... Oui, ils ont des bonnes intentions, là. Je veux pas. Ça reste un élément important, l'architecture. On va partir de là pour l'instant. Après, il y a des défis, on va en parler. Donc, c'est au-delà de la collaboration qui évolue avec une approche inclusive, une approche collaborative et tout le tralala. Mais moi, le volet qui m'intrigue, c'est le système qui crée toutes sortes d'obstacles pour qu'une équipe puisse prendre le ownership de quelque chose. Oui, tout à fait. Donc là-dessus, justement, nous, dans le mode... je cherche des conseils gratuits, hein, c'est pour ça que mais c'est... je ne sais pas si ça va vraiment répondre à la question, mais nous, dans le modèle, justement, dont on fait la promotion, on est dans une équipe, il faut travailler sur l'autonomie. Notamment, il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions par elle-même. Il y a 4 types de décisions dans une équipe produit. La première décision, c'est la valeur. C'est vraiment le côté fonctionnel, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça, justement, on va mettre vraiment un nom. Donc, il y a les fameux RACI, par exemple, dans les équipes. Là. Donc, moi, j'adore, je dis, on laisse tomber les RACI. Ce n'est pas très, justement, product-oriented. On va faire les A. La seule chose qui compte, c'est l'imputabilité, pour être rapide. On sait que en fonction du thème, on se tourne vers telle personne et cette personne-là, elle est imputable, justement accountable pour pouvoir justement faire l'arbitrage que nécessaire. Donc, premier thème, la valeur, on se tourne vers le product manager ou le product owner et on sait que quand il y a un arbitrage à faire au niveau de la valeur, c'est toi qui le fais, on te fait confiance que tu fasses bien ton travail. Si tu as besoin d'aller voir un expert, un pair, ton manager, c'est à toi de le faire, mais ultimement, tu te retournes puis tu es capable d'arbitrer pour l'équipe. Ouais. Deuxième sujet, l'utilisabilité. Donc ça, c'est vraiment tout le côté UX, expérience, comment on présente la fonction qui a été validée justement par le product manager. Ouais. Et ça, l'imputabilité, c'est le designer. Ouais. Donc là, on se tourne vers notre designer, puis on sait qu'ultimement, c'est lui qui va décider si... La séquence, c'est 3 étapes, 2 étapes. Ouais, j'allais dire si c'est un bouton ou si c'est etc. Mais je ne veux pas minimiser parce que l'utilisabilité, c'est quand même un gros sujet, puis c'est quand même large aussi. Mais à partir du moment où c'est la présentation et l'interaction avec l'utilisateur, on se tourne vers telle personne, on fait les arbitrages. Ensuite, il y a la viabilité, c'est-à-dire est-ce que la fonctionnalité qu'on est en train de faire, elle est supportable par l'organisation. Est-ce qu'on est conforme? Est-ce qu'il y a des problèmes de légalité? Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Là, souvent, on se retourne aussi vers le product manager. Quand on est dans des grosses équipes ou des opérations très complexes, moi, j'ai travaillé dans le monde de l'aviation, par exemple, donc forcément, les histoires de conformité sont super importantes. Ouais, et j'avais des analystes d'affaires qui étaient dédiés justement pour dire la connaissance des processus puis la validation, là, c'est à toi vraiment de s'assurer qu'on est au goût du jour. Donc, tu connais le DO 178B? Absolument pas. Je pensais que c'était la première personne que je rencontre qui connaît le DO 178. C'est des documents de conformité dans le domaine de l'avionique. OK. Donc, j'ai pas travaillé à ce niveau-là. J'ai failli.
T'étais content, là. Non, mais bifurquer vers ça. Voilà. Et donc, le quatrième thème, pour rejoindre après la question justement de la tech et puis de l'architecte, c'est la faisabilité, c'est-à-dire quels sont les choix techniques qu'on va faire. Et là, donc on nomme aussi quelqu'un dans l'équipe, que moi j'appelle le tech lead, qui est absolument pas un manager, qui est rien de spécial, c'est quelqu'un qui a un chapeau supplémentaire dans l'équipe pour dire, quand on va avoir un arbitrage technique à faire, on se tourne vers toi. Et c'est à cette personne-là de s'assurer justement qu'elle va respecter la vision, l'architecture qui a pu être définie par d'autres personnes de l'organisation, etc. Voilà. Mais on sait que cette personne-là, justement, a une sorte de à quelques responsabilités supplémentaires pour s'assurer qu'on va être aligné justement avec la stratégie d'architecture, les stratégies de déploiement, les stratégies de test, etc. etc. OK. Je vais pousser encore un petit peu. Selon toi, quelles sont les croyances fondamentales non discutables dans une organisation qui empêche une organisation d'adopter une approche agile dans le développement de produits? Je pense que un élément important... C'est pas des questions faciles. Hein? Non, vraiment pas. Mais c'est comme super intéressant. Là, j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Il y a... Ok, puis là, je vais vraiment te répondre. Je t'emmène encore plus loin là, dans le côté quasi philosophique là, de ce qu'on va faire. On abstrait. Il y a une question de culture de management qui est qu'aujourd'hui, Segway parfait. on aborde le développement, notamment logiciel, puis l'innovation, comme on essaye d'aborder la création de biens. C'est-à-dire, quand on était dans le monde industriel, il y a quelque chose qui s'appelait le taylorisme, puis ce qu'on appelle le management scientifique. Et quand on était... Et les line managers. Voilà, exactement. Et quand on était... Tech lead, line manager, même affaire. Absolument. Et en fait, quand on a la gestion des ressources physiques, on peut faire des plans. On sait que quand je mets telle machine qui s'enchaîne, je vais être capable justement de créer X voitures par jour et par semaine. C'est compliqué, c'est pas complexe. Voilà, exactement. Oui, mais surtout, il peut y avoir de la complexité au début, mais on peut la résoudre, puis après, ça opère. Voilà. Ça devient une procédure, en fait. Ça devient procédurier. Et la seule façon d'augmenter ensuite la valeur de ces choses-là, c'est d'augmenter l'output. Donc, il y a une corrélation directe entre les résultats d'affaires et l'output, c'est-à-dire le volume de travail produit. J'ai une usine de facilement mesurable. Voilà. J'ai une usine de voitures, je fournis 1000 voitures par année. Si je veux arriver à m'améliorer, la seule chose que je peux faire, c'est faire 2000 voitures par année. Et il y a une corrélation directe entre ma valeur et l'output que je fais. Et les gens qui travaillent là-dedans sont des rouages dans des processus, idéalement, d'ailleurs ça se passe beaucoup, au bout d'un moment ils sont remplacés parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est que ça fonctionne de manière stable et puis sans aucune mauvaise surprise. D'où l'origine du terme « all hands ». Les meetings, tout le monde, le terme c'est les gens, les employés, ce n'est que des mains. OK, des installateurs de boulons. Voilà, exactement. Donc, le terme all hands, line manager, c'est horrible comme terme. Et all hands, c'est horrible comme terme aussi. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises dont le management voit encore le développement logiciel exactement comme ça. C'est juste c'est une connaissance fondamentale. Des choses à faire, c'est un processus, une procédure à suivre, puis à la fin, il y a du code. Mais quand on regarde justement, quand on est dans le monde logiciel, et dans l'innovation, dans la complexité, on n'est pas capable de savoir d'avance justement qu'est-ce qui va avoir de la valeur ou pas. Donc il y a une déconnexion entre l'output, c'est-à-dire la quantité de travail produit, et l'outcome, c'est-à-dire la valeur, le résultat qui est livré. C'est plus une question de livrer le plus de lignes de code possible quand on fait du logiciel. C'est d'identifier les bonnes lignes de code qui vont avoir de l'impact pour ma clientèle. On n'est plus dans le compliqué, on est dans le complexe. Voilà, dans le exactement. sensing. Et donc, on est vraiment pour trouver la bonne chose à faire et non plus en faire le plus possible. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que pour les organisations, je comprends pas, ça fait 20 ans qu'on me demande de faire plus. Donc la seule chose que je sais dire à mes développeurs, c'est gars, codez plus. Mais justement, c'est pas ça, justement, être capable d'innover. La deuxième chose, et là je trouve que c'est très positif pour l'avenir du travail de manière générale, c'était que comme dans le monde d'avant, ère industrielle, on pouvait juste demander aux gens de faire plus, il y avait forcément un conflit par nature entre le management et les employés, parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était de presser comme un citron. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'en demander plus. Il faut que tu travailles plus vite, il faut que tu fasses la même job, mais en moins de temps. Au contraire... Plus de points. Exactement. Je ne peux pas savoir comment ça tape dans mes conversations de ce temps-ci, mais bon. Plus de points. OK, c'est pas 5 points, c'est 8. C'est pas 8 points, c'est 13. Non, ça va prendre quelqu'un qui standardise les points. Ah non! Cool. On en parle. Tandis que maintenant, dans... l'ère plus de l'innovation ou de l'information, là, après, je serai des experts, donner les noms précis, mais
le but c'est de faire la bonne chose. Et pour faire la bonne chose, tout d'un coup, les intérêts des employés et des employeurs sont réalignés. C'est-à-dire que pour que tu fasses la bonne chose, il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu sois dans un bon état mental. Il faut que tu aies toutes tes compétences développées au maximum. Et je trouve ça très cool de se dire que maintenant, pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle doit vraiment mettre ses employés dans les meilleures conditions possibles. Alors qu'avant, c'était non, il fallait que je te presse le plus possible. Et ça, justement, ça, je pense que malheureusement, la grande majorité des entreprises, certains experts dans notre domaine vont dire que c'est 90% des entreprises technologiques n'ont pas encore fait ce constat-là et continuent à avoir une approche de demander plus en moins de temps et serrer la vis. Et malheureusement, ça casse l'innovation. Et ça fait fuir les gens.